questions, pas plus. Alors nous avons dans la salle le professeur Tahan, d'origine syrienne, français d'origine syrienne. Nous avons aussi le professeur historien Ifrat, d'origine irakienne, si je me trompe, non? Voilà, marocain. Et si le père Michel Lelon veut poser une question aussi, il est bienvenu. Donc, professeur Tahan, islamologue. C'est la parole au père, je suis respectueux, Donc, on va laisser le père Michel Lelon poser sa question à M. Florent Philippot. Merci, cher ami. Et merci à ceux qui ont organisé cette réunion tellement importante. Parce que ça fait 30 ans, personnellement, que je travaille dans l'Église catholique aux relations avec les musulmans. Je connais bien les musulmans de France, leurs représentants, les mosquées, l'association. Et en écoutant les débats à l'Assemblée, à la radio, à la télévision, je me suis rendu compte que beaucoup de candidats à la présidentielle parlaient des musulmans de France sans les connaître vraiment. Ne connaissant pas la population, ni même leurs représentants. Alors, ma question, deux questions. Pas seulement M. Philippot, je connais M. Le Pen, je connais bien, je connais. Donc, je veux qu'on parle entre nous tous. On va parler avec tout le monde. La question s'adresse à tous les candidats. La France est laïque. Est-ce que la laïcité doit être contre la religion? Non. Elle respecte la religion. Les musulmans de France peuvent être respectés comme les autres. Juridiquement, c'est vrai, dans la pratique, non. Et trop souvent encore, on entend des candidats à la présidence dire la France catholique ou même la France judéo-chrétienne doit se défendre ses valeurs contre nous musulmans. C'est inacceptable. La France laïque doit respecter les croyants musulmans et leur donner les mêmes possibilités, les mêmes droits, les mêmes devoirs possibles. Ce n'est pas encore le cas. Deuxième question, l'Église. Certains catholiques, je ne nommerai personne, mais certains catholiques, des écrivains, des intellectuels, des hommes politiques un peu à la retraite, considèrent que la France catholique est menacée par l'islam et que les cloches ne sonneront plus bientôt à cause des musulmans. Vous voyez de quoi je parle. C'est inacceptable. Et ces catholiques qui parlent en catholique ignorent complètement la position du Vatican, de l'Église de France, qui nous appelle à connaître l'islam, à travailler avec les musulmans, avec les juifs, avec les agnostiques, avec les athées, et que les relations entre musulmans et chrétiens sont extrêmement importantes, en France d'abord, et la France a une vocation internationale, et que les musulmans de France ont, c'est normal, des relations culturelles avec le Maghreb, avec le Proche-Orient. Tant mieux, ils peuvent nous aider à ce que la France joue son rôle international au Proche-Orient et qu'elle contribue à ce que tous les pays, je dis bien tous les pays, reconnaissent le droit international. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays, y compris à Jérusalem. Donc, ma question aux candidats, il faut être vraiment laïque et à ceux
ceux qui se réclament de l'Église, il faut essayer d'entendre et d'accueillir et de vivre les enseignements de l'Église tels qu'ils sont donnés par tous les papes depuis 50 ans, c'est-à-dire travailler avec les musulmans en sachant les valeurs communes aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs, et je dirais les valeurs communes à tout homme de bonne volonté, croyant ou non, quel que soit le fondement de ces valeurs, ou la conscience humaine pour les agnostiques, ou la foi en Dieu pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. J'adresse donc ma question à M. Philippe. Voyez-vous, ça fait 40 ans que j'enseigne l'arabe et l'islam en France. En 1989, j'avais appelé dans le journal Le Monde à arrêter les accords bilatéraux avec les pays de l'Afrique du Nord qui nous envoyaient des enseignants dans le primaire, alors que ni les prêtres ni les rabbins n'avaient le droit d'entrer dans le primaire pour n'importe quelle raison religieuse ou pas. Donc je suis un vieux combattant, si vous voulez, de la laïcité. Et suite à cela, les accords bilatéraux ont été revus. Mais quand on dit, alors, vos propositions, je les ai bien entendues, je ne vous cache pas, moi, sur beaucoup de choses que vous avez dit, je suis d'accord avec vous, mais venant, vous ne donnez pas de solution au problème de l'islam en France, voyez-vous, parce que c'est vrai qu'il y a une seule communauté qui est la communauté laïque républicaine de France. Mais que ce soit pour les musulmans, les juifs, les chrétiens, les autres religions, les autres, tout ce que vous voulez, communautés entre guillemets, il faut bien que l'État s'y intéresse. Pourquoi? Est-ce que l'islam peut être dangereux pour la France? Tel qu'il existe, oui, il peut être dangereux pour la France. Et non seulement les musulmans de France, mais les musulmans du monde arabe. C'est-à-dire, venons au cœur du sujet. L'islam, aujourd'hui, tant dans le monde arabe que dans le monde entier, a besoin de réformes. Seriez-vous, M. Philippot, d'accord pour créer, si vous arrivez au pouvoir, une licence d'islamologie qui forme des gens, des chrétiens, des juifs, des athées à l'islam? Parce qu'on a beau dire qu'il faut former des imams en France, qui c'est qui va les former? On va reproduire un modèle stéréotypé de l'islam désuet qui s'oppose aux lois de la République. Et là, tant qu'il n'y a pas eu de l'État cet intérêt, on aura toujours des instituts privés, comme ça fleurit aujourd'hui, des lycées communautaires qui sont en train d'être mis en place par le ministère de l'Intérieur. C'est là où, si vous voulez, vous privez les musulmans de tout l'apport rationnel et du monde de la philosophie orientale et de la philosophie occidentale. Et jusqu'à maintenant, on n'a vu aucun gouvernement s'engager là-dessus. On n'a pas qui c'est qui forme les imams. Je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas faire venir des imams d'ailleurs. Mais alors, qui c'est qui va les former? Si vous donnez cette responsabilité à ceux qui sont aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, vous reproduisez des imams mal adaptés et il n'y aura pas d'islam de France dans ce cas-là. L'islam de France doit être un islam moderne et l'État doit y contribuer. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu cela. Ça, c'est, à mon sens, le cœur du problème, avec évidemment tous les problèmes d'enseignement de l'arabe et de... La seconde chose, si vous arrivez au pouvoir, vous avez évoqué le problème de l'Arabie Saoudite et d'autres. Seriez-vous d'accord d'interdire carrément les frères musulmans? Parce que là, je ne veux pas choquer le père de l'oncle, mais il est dit dans les textes du fondateur des frères musulmans que si quelqu'un dans la guerre sainte tue un chrétien ou un juif, il a double mérite. C'est ce que met le grand-père de Tariq Ramadan dans son ouvrage. Voyez-vous? Donc, est-ce que vous avez une politique
définie face non seulement aux frères musulmans, mais aux wahhabistes, à toutes les tendances. Alors, et la troisième question, à part ces organisations terroristes, c'est que quelle sera votre relation avec les pays qui ont financé les coups d'État pourris en Tunisie, à commencer par la Tunisie, parce que ce printemps arabe tunisien n'a rien d'un printemps, pour exporter les snipers en Syrie et ailleurs. Qu'allez-vous faire avec les pétromonarchies du Golfe alors que nous avons des intérêts économiques? Merci beaucoup, j'étais trop long. Vous êtes là pour débattre avec nos invités. Professeur Tarek Ifrak, c'est à vous. Merci beaucoup. Je suis le docteur Karim Ifrak, je suis islamologue, chercheur au CNRS. Je travaille essentiellement sur l'islam mondialisé et les idéologies contemporaines. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, Monsieur Philippot, et votre discours, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de l'entendre sur les médias. Et là, il avait un côté évident parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce type de discours de la bouche de quelqu'un qui appartient à la famille politique du Front National. Très bien. Le problème, c'est que autant je pourrais accorder un certain crédit à votre manifestation orale, mon oreille droite pourrait faire un bout de chemin avec vous, mais le souci c'est que mon oreille gauche m'interpelle dans le sens que votre discours, il a été dénonciateur. Et cette dénonciation, c'est un petit peu notre position également. Nous sommes contre la radicalisation, contre l'islamisme, contre le salafisme, contre toutes ces radicalités qui émaillent un petit peu l'islam en général, et l'islam en France, ou l'islam de France en particulier. Mais à aucun moment, je ne vous ai entendu parler de choses concrètes. Comment allez-vous procéder pour y arriver? Demain, si demain vous êtes au pouvoir, comment vous allez faire? Vous avez dénoncé l'UIF, vous avez dénoncé le financement des mosquées, mais demain, qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Allez-vous demain investir le Bourget et dire, bon, l'UIF, vous sortez, alors qu'ils sont dans un état de droit, alors que, voilà, c'est une vraie problématique qui va se heurter qui risque de provoquer d'autres problématiques. Avez-vous réfléchi à tout ça? Et comment allez-vous procéder pour le faire? Demain, vous allez interdire cet islam consulaire, vous l'avez nommé, cet islam exporté. Comment vous allez procéder? Il y a des conventions, il y a des rapports, il y a beaucoup de choses, il y a les dessous du décor. C'est de ça que, moi, personnellement, j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. La parole est à M. Florian Philippot pour répondre au Dr Michel Delon, professeur Tahan et professeur Ifrak. Oui, je vous remercie de vos questions. Alors, il y a beaucoup de choses, je vais essayer d'y répondre. D'abord, excusez-moi, j'ai pas dit Père Delon. Je crois qu'il y a deux choses dans votre question, ou remarque d'ailleurs, ou réflexion. D'abord, oui, que la France reconnaisse ses racines, ça n'a rien d'extraordinaire. Les Français ils sont très attachés, elles sont chrétiennes, elles sont aussi gréco-latines, bon, chacun le sait. Et les Français sont attachés à un mode de vie. Je parlais tout à l'heure de la relation entre les hommes et les femmes, les hommes et les femmes. On peut parler de beaucoup de choses, et il peut y avoir des débats qui parfois hérissent le poids de la société française. Par exemple, sur la remise en cause de tel ou tel jour férié, parce que c'est mal compris. On a des jours fériés pour les catholiques, maintenant des jours fériés qui ont été laïcisés, mais qui s'inscrivent dans une histoire qui parfois d'ailleurs est très chrétienne pour certains d'entre eux. Donc ça, je crois que c'est une autre question. Maintenant, vous nous dites certains craignent les musulmans, parce que certains catholiques craignent les musulmans. Moi, je ne me place pas dans ce débat, parce que je ne parle pas ici comme catholique. Mais le problème, encore une fois, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon intervention. Le problème, ce ne sont pas les musulmans. Le problème, ce sont les fondamentalistes. Le problème, ce sont ceux, et là, je pense qu'il ne faut pas se cacher les yeux, ceux qui posent de vraies difficultés, ceux qui posent de vrais problèmes dans notre pays. Le problème, c'est que la machine à assimiler ne fonctionne plus et qu'on ne veut même plus la faire fonctionner, puisque même le mot assimilation a été complètement diabolisé
mieux on accepte l'intégration, et encore, l'intégration c'est de plus en plus banni également, on parle d'inclusion, je crois, si ce n'est de communautarisme. Et pour certains, même la culture française n'existe pas, donc comment voulez-vous assimiler une culture qui n'existe pas. Je crois que c'est là le problème, il n'est pas dans une confrontation quelconque, il faut même tout faire pour éviter ce clash, ce choc des civilisations, cette confrontation des religions, des cultures, des civilisations. Je crois que la laïcité, pour cela, est un outil absolument adapté, à condition qu'on la comprenne bien et qu'on la fasse vraiment respecter. Vous nous parlez, sur la deuxième question, monsieur, vous parlez de l'islam. Est-ce que c'est à l'État d'organiser, suggérer de reconnaître, de mettre en place des licences? Le problème, c'est qui reconnaîtra la légitimité de ces licences? Est-ce que vous êtes certain que tout le monde reconnaîtra la légitimité de ces licences si demain un ministre de l'Intérieur met en place une licence pour un bon imam, est-ce que vous avez un bon imam et ceux qui font des mauvais imams? Je veux dire, le problème, il est toujours le même. C'est que vous aurez une partie, oui, probablement des musulmans qui reconnaîtront cette licence et d'autres qui ne la reconnaîtront pas. Elle viendra de toute façon toujours soit d'un mécréant, soit de quelqu'un qui est peut-être musulman mais qui sera de tel ou tel courant et donc reconnu comme peu légitime. Et non, moi je pense qu'il faut s'en tenir à la lettre, c'est-à-dire la République ne reconnaît aucun culte. Son but n'est pas d'organiser un culte, son but c'est de protéger. Protéger tous nos compatriotes, y compris bien sûr nos compatriotes musulmans, les protéger des influences étrangères, financières, politiques, diplomatiques, les protéger des influences clientélistes sur le terrain, localement, parce que moi je crois qu'il y a eu une bonne part de manipulation à des fins clientélistes sur le terrain, les protéger par l'assimilation, en remettant en marche la machine à assimiler. Après, d'autres questions qui se posera immédiatement, c'est est-ce qu'on peut assimiler autant de personnes chaque année? C'est un vrai souci, d'ailleurs qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. Là, on tombe dans le problème plus général de l'immigration massive. Je crois que c'est cela le rôle de la République et de l'État, mais ça n'est pas, à notre sens, d'organiser. Alors en protégeant, il y a notamment la question des frères des organisations fondamentalistes et la question des frères musulmans. Vous savez qu'on est pour la dissolution de l'OIF. L'OIF est une émanation des frères musulmans. Oui, si la question c'est de savoir est-ce qu'on doit interdire les frères musulmans, oui, bien sûr. Je crois que ça paraît évident. Et il faut coopérer avec l'Égypte. Nous sommes très favorables à une coopération avec l'Égypte, qui est confrontée évidemment, vous le savez, à ce problème. Vous me dites comment on fait pour interdire l'UOIF. Il y a des processus d'association. Il existe en France, dans notre droit, des procédures de dissolution d'association. Et alors, peut-être que implicitement derrière votre question, il y a mais est-ce que vous avez pensé aux troubles que ça va créer? Alors ça, oui, j'en entends cette question. Oui, mais si on fait ça, ça va être des troubles dans les banlieues. Si on fait ça, ça va être la guerre civile. Si on fait ça, ça va être impossible. Et même en matière économique, je n'en ai pas le seul candidat ici à être confronté à cette question. Si vous prenez tel programme économique, ce sera le trouble dans les marchés financiers. Et bien c'est le chantage en permanence du trouble. C'est le chantage de la dictature, c'est le chantage de la menace. C'est du chantage. Voilà. Alors, est-ce que la République française ne doit pas affirmer ses principes, ses valeurs et son droit parce qu'elle craint de représailles, des troubles, de la guerre civile, ou bien la représaille même des marchés financiers sur d'autres sujets? Non. Moi, je suis désolé. La seule loi qui est applicable en France, c'est la loi de la République. Et moi, je crois que c'est en cédant en permanence, ou en n'osant pas, ou en étant dans le compromis, donc dans la compromission permanente, c'est là qu'on crée du trouble. En fait, moi je suis persuadé que c'est ce laxisme-là qui crée du trouble. Et quand nous avons pris cette idée forte de France apaisée comme objectif, c'est parce que nous pensons que c'est l'autorité républicaine qui ramène la paix et l'apaisement. Ça n'est pas de reculer, ça n'est pas de céder, ça n'est pas d'avoir peur. Oui, peut-être qu'en décidant par exemple la dissolution administrative ou juridique de l'UOIF, on va créer momentanément du trouble. On créera du trouble. Mais on en créera infiniment moins que de laisser chaque année cette organisation établir son rassemblement national avec des personnalités qui, elles, créent sérieusement du trouble. Et on crée véritablement. Je peux juste, dans les débats, merci, monsieur Filiero. Avant de vous laisser partir et de céder le micro à monsieur Pascal Cherki, j'ai juste deux points à préciser par rapport au Qatar. Beaucoup ici savent que ce sujet me tient particulièrement à cœur. Certains disent même que c'est ma pathologie majeure, à juste titre. L'émirat bédouin du Qatar, qui
qui a compromis beaucoup, pas, à vrai dire, pas de politique de gauche, pour être sincère là-dessus, mais la droite en général, la droite républicaine. Cet émirat-là, je pense, qu'il vous en fait un cadeau en vous attaquant en justice. Mais je vous ai précédé. Je vous ai précédé. Donc, vous êtes le deuxième. Le Qatar ayant attaqué via Al Jazeera en 2003, il pensait ainsi faire taire une voix qui n'était pas unique, une voix qui dénonçait leurs faits, méfaits et forfaits partout dans le monde, y compris dans mon pays, qui n'ont pas réussi parce que ce procès, je l'avais gagné et Al Jazeera a été dégoûté. Pour le second point, le réformisme et la réforme de l'islam, nous avons jadis et naguère bien débattu, mon père, ces questions-là. Je suggère, je soumets à votre sagacité à tous dans cette réforme vitale pour la survie de l'islam en tant que religion, de ne pas réformer l'islam en tant qu'islam. Ce qui a été fait, j'ai été critique publiquement par rapport à la réforme de l'actuel ministre de l'Éducation, ce n'est pas ainsi qu'on doit réformer. Il faut désenclaver l'islam. Il faut introduire l'enseignement du fait religieux, ce qui a été fait, mais de façon très maladroite. Il faut réintroduire l'enseignement du fait religieux de façon comparatiste et non pas exclusivement consacrée à l'islam. Enseigner le judaïsme, le christianisme et l'islam, leur sociologie, leur anthropologie, leur civilisation, leur histoire, mais non pas leur dogme, sinon ça serait des mosquées, n'est-ce pas? Il faut le faire de façon comparatiste et non pas essentialiste et culturaliste. Voilà ce que je voulais vous dire. Monsieur Philippot, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On reconnaît des gens qui veulent débattre, qui n'ont pas peur de débattre, qui ont le courage de leurs opinions, qu'on peut partager, qu'on peut contester, auxquelles on peut s'opposer, mais ils ont le mérite de venir et de débattre. Je passe la parole à M. Pascal Cherki. Oui, mais vous voyez, on va vous passer le micro. Ouais, le micro, 2 minutes, pas plus. Allez-y, on vous entend, allez. Vous voyez, quand je dis une licence, entendons-nous bien, la Sorbonne peut bien créer une licence d'islamologie. Maintenant que les musulmans radicaux ou autres ne la reconnaissent pas, mais on s'en fout, mais vous préparez pour la France de vrais islamologues, de vrais spécialistes. Et comme a dit son Excellence, c'est-à-dire capable de comprendre les autres religions, et ce n'est pas dans ce but de former des imams. La Sorbonne, c'est un temple de la raison, avant tout républicain. Donc, ce n'est pas une licence de dire, voilà, vous êtes imam, vous avez fait les 4 ans à la Sorbonne, non. Et c'est là, regardez, moi j'ai passé ma vie là-dedans. Qui sont les islamologues aujourd'hui en France? Il n'y a pas beaucoup, hein. Et regardez à la télé ce qu'on voit, toutes les bêtises qu'on raconte sur l'islam, les faux islamologues qu'on nous présente dans les émissions. Mais vous n'avez pas répondu à la dernière question. Les monarchies du dollar, vous n'avez pas. Qu'est-ce que vous allez en faire? On a des. Là-dessus, vous ne pouvez pas nous accuser, on est les seuls à en avoir parlé. On est les seuls à en avoir parlé, les seuls à avoir dit qu'il fallait arrêter de soumis à ces pays-là, et les seuls à avoir parlé à chaque fois qu'il y avait un investissement dans un grand groupe ou l'investissement banlieue ou je ne sais quoi, à avoir alerté. Merci, M. Philippot. Merci. Non, vous avez tout à fait raison, cher ami, cher professeur. Ça a été le combat de Mohamed Harkoun, que Dieu ait son âme. Il nous a invité, M. Pascal Cherki, sait très bien que dans les années 20 et 30 et 40, il y avait une chaire d'études islamiques à la Sorbonne qui a disparu. Bon, on l'a remplacée par
CFCL, par l'OIF, etc. C'est très bien, il va falloir penser à tout ça. L'OIF, ce n'est pas le combat des partis politiques, ils existent, ça sera le combat justement du CNRF, qui vont tenir leur congrès au Bourget, là où ils le tiennent eux-mêmes, n'est-ce pas?